Je pensais avoir une famille. Pas un conte de fées, pas une photo de magazine, mais une famille réelle, lourde, imparfaite, parfois étouffante, mais stable. 17 ans de vie commune, ce n'est pas une parenthèse. C'est une epocha, une accumulation de jours ordinaires, de silence, de compromis avalés sans discussion. Nous n'étions plus amoureux depuis longtemps, mais nous étions soudés par quelque chose de plus solide et de plus triste. L'habitude, la fatigue, la peur de tout recommencer. Après 40 ans, on n'attend plus le bonheur. On attend que rien ne s'écroule. Notre vie ressemblait à beaucoup d'autres. Le matin, le café avalé en vitesse. Les mêmes phrases, les mêmes gestes, les mêmes disputes étouffées avant même de naître. Il rentrait tard, je ne posais presque plus de questions. J'avais appris à ne pas déranger l'équilibre fragile que nous appelions encore notre couple. J'avais accepté l'idée que l'amour se transforme en coexistence polie, que le désir s'éteigne comme une lumière oubliée dans une pièce vide. On s'y fait. On se convainc que c'est normal, que tout le monde vit ainsi. Je croyais surtout que nous étions une équipe face au reste du monde. Pas passionnée, pas joyeuse, mais une équipe. Et dans cette équipe, il y avait un troisième pilier. Ma mère. Elle faisait partie du décor depuis toujours. Présente, envahissante parfois, mais familière, rassurante. Je pensais que c'était une chance. Beaucoup de femmes se plaignent de leur mère, moi je croyais l'avoir gardée près de moi sans danger. Elle connaissait nos problèmes, nos disputes, nos périodes de distance. Je lui racontais tout, sans filtre, sans méfiance. Parce que c'était ma mère. Parce que je ne voyais aucune menace là où il n'aurait jamais dû y en avoir. Avec le recul, je comprends que ma confiance était aveugle, presque arrogante. Je me croyais à l'abri des scénarios sordides. Ce genre d'histoire arrive aux autres, aux familles dysfonctionnelles, aux gens malchanceux. Pas à moi, pas à nous. Nous étions trop normaux pour une trahison spectaculaire. Trop banal pour un drame. C'est ce que je pensais. Cette certitude m'a rendue sourde à tous les signaux, aveugle à ce qui se préparait lentement, méthodiquement, derrière mon dos. Je me souviens encore de cette sensation étrange, diffuse, que quelque chose clochait sans que je puisse mettre un mot dessus. Un malaise léger, comme une douleur sourde qu'on ignore en espérant qu'elle passe. Je l'ai ignorée. J'ai continué à jouer mon rôle. Épouse correcte, fille attentive, femme raisonnable. J'ai tout fait pour préserver cette illusion de famille que je croyais réelle. En réalité, je protégeais un mensonge dont j'étais la seule à ne pas connaître l'existence. Je ne savais pas encore que pendant que je m'accrochais à cette stabilité fade, les fondations pourrissaient, que la loyauté que je pensais partager n'existait que dans un seul sens, que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde n'étaient pas seulement en train de me mentir, mais de me remplacer, lentement, silencieusement, sans remords. Ce jour-là, je croyais encore que la famille, même imparfaite, restait une valeur sûre. Je croyais que certaines limites ne se franchissent pas. Je croyais que le sang, les années, les sacrifices créaient des frontières invisibles mais solides. Je croyais beaucoup de choses. Et c'est précisément cette croyance qui m'a rendue vulnérable. Parce que quand on est convaincu d'être en sécurité, on ne se défend pas. On ouvre la porte. On laisse entrer le pire sans même le voir venir. Ma mère a toujours été trop proche. Pas dans le sens affectueux ou protecteur qu'on idéalise, mais dans une proximité lourde, intrusive, permanente. Elle ne connaissait pas seulement ma vie, elle la traversait comme si elle lui appartenait. Elle avait un avis sur tout, mon mariage, mon corps, mes silences, mes concessions, et moi,
Je la laissais faire. Parce qu'elle était ma mère. Parce que je confondais présence et loyauté. Parce que j'avais grandi avec l'idée qu'une mère a tous les droits, même celui de franchir des limites qui ne devraient jamais être négociables. Je lui racontais tout, absolument tout. Nos disputes, nos périodes de froid, mes frustrations, mes doutes. Je lui parlais de mon mari comme on parle à un médecin, sans pudeur, sans retenue, convaincue qu'elle était neutre, bienveillante, incapable de mal interpréter mes mots. Je pensais qu'elle m'écoutait pour me soutenir. Je comprends aujourd'hui qu'elle m'écoutait pour s'informer, pour analyser, pour se positionner. Ce n'était pas une mère qui compatissait, c'était une femme qui enregistrait. Elle posait des questions précises, trop précises. Comment il me parlait? S'il me regardait encore? S'il me touchait? Je trouvais cela gênant, parfois déplacé, mais je mettais ça sur le compte de l'âge, de la solitude, de cette manie qu'elle avait de tout contrôler. Jamais je n'ai pensé qu'elle comparait. Jamais je n'ai imaginé qu'elle se projetait. L'idée même me semblait obscène, impossible, presque insultante pour l'ordre naturel des choses. Avec lui, elle était différente. Trop souriante, trop attentive. Elle riait à ses blagues, même quand moi, je ne les trouvais plus drôles. Elle le défendait parfois contre moi, subtilement, comme une médiatrice bienveillante. « Tu es dur avec lui, » disait-elle. « Il fait ce qu'il peut. » Je ressentais un agacement diffus, une jalousie honteuse que je réprimais aussitôt. Une femme ne jalouse pas sa mère. Une fille normale ne soupçonne pas celle qui l'a mise au monde. Il allait souvent chez elle, toujours pour de bonnes raisons. Une étagère à réparer, une paperasse à régler, une course trop lourde à porter. J'aurais pu y voir un excès de disponibilité. J'ai choisi d'y voir de la gentillesse. J'étais fière de dire que mon mari était un homme bien, présent, serviable. Je n'ai jamais pensé qu'il y restait trop longtemps. Que leur conversation s'étirait. Que quelque chose se construisait dans cet espace où je n'étais jamais invitée. Ma mère savait exactement quand nous allions mal. Elle le savait avant même que je mette des mots dessus. Elle appelait ces jours-là. Elle insistait. Elle le faisait rester à dîner. Et moi, soulagée, je pensais qu'elle nous aidait, qu'elle soutenait notre couple. En réalité, elle en étudiait les failles. Elle se glissait là où la distance s'était installée. Elle occupait le vide que nous avions laissé. Je me rends compte aujourd'hui que je n'étais pas seulement naïve. J'étais conditionnée. Conditionnée à croire que certaines frontières ne peuvent pas être franchies. Que la maternité efface le désir. Que l'âge neutralise la rivalité. J'avais tort. Ma mère n'avait jamais cessé d'être une femme. Simplement, je refusais de la voir comme telle. Cela m'arrangeait. Cela me rassurait. Quand je repense à cette époque, une sensation de malaise me serre la gorge. Pas seulement à cause de ce qu'elles ont fait, mais à cause de ce que j'ai permis. J'ai ouvert la porte à cette proximité malsaine en croyant bien faire. J'ai nourri la situation en parlant trop, en confiant trop, en ne protégeant rien. J'ai livré mon intimité à quelqu'un qui n'attendait qu'une occasion. À ce moment-là, je pensais encore que la trahison, si elle devait exister, viendrait de l'extérieur, d'une inconnue, d'une collègue, d'une erreur. Jamais de l'intérieur. Jamais de la chair de ma chair. Et pourtant, tout était déjà là. Sous mes yeux, dans ces silences, dans ces sourires, dans cette proximité que je refusais de nommer parce que la nommer aurait tout changé. Les premières fissures sont apparues bien avant que je ne sois capable de les reconnaître comme telles. À l'époque, je les ai prises pour de la fatigue, pour l'usure normale d'un couple qui a trop vécu ensemble. Rien de spectaculaire. Rien qui mérite une alarme. Juste de petits décalages, presque élégants dans leur discrétion. Ils rentraient plus tard. Pas toujours. Pas brutalement.
Une demi-heure ici, 1 heure là. Assez pour que je le remarque, pas assez pour que je proteste sans avoir l'air paranoïaque. Il avait toujours une explication prête. Le travail, les embouteillages, un collègue qui avait besoin de parler. Je hochais la tête. Je voulais croire. Je préférais croire. Après tout, j'étais moi-même fatiguée. Fatiguée de poser des questions. Fatiguée d'entendre des réponses qui n'apportaient rien. Fatiguée de cette impression constante de déranger dès que j'exigeais un peu de vérité. J'ai commencé à sentir qu'il n'était plus vraiment là, même quand il était physiquement présent. Son regard glissait sur moi sans s'arrêter. Il m'écoutait par réflexe, sans attention. Nos conversations devenaient fonctionnelles. Qui fait les courses? Qui paie quoi? Qui appelle le plombier? Plus de projets, plus de confidences. J'ai pensé que c'était moi, mon âge, mon corps qui changeait, ma lassitude qui devait le contaminer. Je remarquais aussi autre chose, mais je refusais de l'assembler en un tout cohérent. Quand ma mère appelait, il se montrait soudain disponible, détendu, presque léger. Il proposait spontanément d'y passer, même quand ce n'était pas nécessaire. Moi, je restais à la maison. Je trouvais toujours une excuse, le travail, un mal de tête, une envie de calme. Je me disais que c'était sain de ne pas être collé en permanence. Je me racontais des histoires rassurantes. Il revenait parfois de chez elle, avec une humeur étrange. Pas joyeuse, apaisée, comme quelqu'un qui a parlé et qui a été compris. Je sentais une distance nouvelle, comme si quelque chose d'important s'était joué ailleurs, sans moi. Quand je tentais d'en parler, il minimisait. « Tu te fais des films. » Cette phrase est une arme redoutable. Elle transforme le doute en honte. Elle vous apprend à vous taire. Je me souviens très bien du moment précis où j'ai eu un pressentiment clair, net, presque violent. Il était assis à table, téléphone à la main, et il souriait. Pas un sourire poli, pas un sourire social, un sourire intime. Instinctivement, j'ai su que ce sourire ne m'était pas destiné. J'ai ressenti un froid immédiat, comme si mon corps avait compris avant mon esprit. J'ai demandé « C'est qui ?» Il a répondu trop vite. « Personne. » Et il a rangé son téléphone. J'aurais dû insister. J'aurais dû écouter cette voix intérieure qui me criait que quelque chose n'allait pas. Au lieu de ça, j'ai rationalisé. J'ai expliqué. J'ai excusé. J'ai pensé que je devenais méfiante, aigre, injuste. Une femme qui vieillit, qui doute, qui projette ses peurs. J'ai préféré me remettre en question plutôt que remettre en question ceux que j'aimais. Même les gestes ont changé. Ils ne me touchaient plus sans raison pratique. Plus de caresses inutiles. Plus de contacts spontanés. Comme si mon corps avait perdu son droit d'exister, autrement que par habitude. Je me sentais invisible, mais je me disais que c'était normal, que la passion ne dure pas, que les films mentent, que la vraie vie, c'est ça. Aujourd'hui, je sais que ces fissures n'étaient pas banales. Elles étaient des passages, des ouvertures. Pendant que je tentais de colmater notre couple avec du silence et de la patience, quelque chose d'autre se construisait ailleurs. Je n'étais pas simplement en train de perdre mon mari. J'étais déjà en train d'être remplacée, lentement, sans bruit. Et ce qui me terrifie encore, ce n'est pas de ne pas avoir vu venir la chute, c'est d'avoir senti le vide sous mes pieds et d'avoir choisi de fermer les yeux. Il a commencé à me regarder comme on regarde un objet dont on n'a plus l'usage. Pas avec mépris, pas avec colère, mais avec cette indifférence froide qui fait encore plus mal que la haine. J'étais là, physiquement présente, fonctionnelle, prévisible. Je faisais ce que j'avais toujours fait. Je tenais la maison, je respectais ses silences, je n'exigeais plus rien. Et pourtant, pour lui,
J'avais déjà disparu. On ne quitte pas quelqu'un le jour où on annonce son départ. On le quitte bien avant, dans le regard, dans l'attention, dans le corps. Il me parlait sans me voir. Ses phrases glissaient sur moi comme sur un mur. Quand je racontais ma journée, il hochait la tête mécaniquement, l'esprit ailleurs. Je pouvais m'arrêter au milieu d'une phrase. Il ne s'en rendait même pas compte. Ce n'était pas un oubli, c'était un désintérêt total, comme si ce que je disais n'avait plus aucune valeur. J'avais cessé d'être une personne pour devenir un élément du décor. Il n'y avait plus de gestes inutiles entre nous, plus de mains posées sans raison, plus de proximité gratuite. Tout était mesuré, contrôlé, strictement nécessaire. Il me touchait comme on touche une poignée de porte, sans y penser. Et quand, par réflexe, je cherchais encore un peu de chaleur, il se raidissait. Ce rejet silencieux m'a humilié plus que n'importe quelle insulte. Il ne me rejetait pas violemment. Il me retirait simplement toute importance. Je me surprenais à surveiller ses réactions, à analyser ses expressions, à tenter de comprendre ce qui clochait chez moi. Est-ce que je parlais trop? Pas assez? Est-ce que je le fatiguais? Est-ce que mon visage avait changé au point de lui devenir étranger? J'ai commencé à me juger à travers ses yeux, à me réduire, à m'effacer doucement pour ne pas déranger. C'est ainsi que l'on s'annule soi-même sans s'en rendre compte. À table, les silences étaient lourds, mais jamais conflictuels. Pas de cris, pas de disputes, juste une distance nette, presque polie. Il mangeait vite, regardait son téléphone, se levait sans un mot. La soirée se terminait avant même d'avoir commencé. J'avais l'impression de partager mon espace avec un colocataire indifférent. Et pourtant, je continuais à appeler ça un mariage. Par habitude, par peur du vide. Ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est la normalité de tout ça. Rien ne criait « danger ». Rien n'explosait. Tout s'éteignait lentement. Et cette lenteur m'a piégée. Parce qu'on ne réagit pas à ce qui disparaît doucement. On s'adapte. On justifie. On se dit que ça passera. On se ment. Je voyais bien qu'il était différent ailleurs. Avec d'autres. Plus vif. Plus présent. Plus vivant. Et cette comparaison muette m'a détruite. Je n'étais pas seulement ignorée. J'étais dévalorisée par contraste. Il pouvait encore rire, encore s'intéresser, encore s'ouvrir. Simplement pas avec moi. J'étais devenue le symbole de quelque chose qu'il voulait fuir. Je n'osais plus poser de questions. J'avais peur des réponses. Peur de ce que je savais déjà sans vouloir l'admettre. J'ai préféré le silence à la vérité. J'ai choisi l'illusion d'une stabilité à la douleur d'un effondrement. Et pendant ce temps, il se détachait de moi avec une facilité terrifiante. Comme si je n'avais jamais compté autant que je le croyais. Ce regard vide, cette indifférence tranquille, c'était déjà une rupture. Une rupture sans mots, sans date officielle, sans confrontation. J'étais encore là, mais je n'étais plus sa femme. J'étais un souvenir encombrant, une étape dépassée, un lien qu'il avait déjà coupé dans sa tête. Et moi, je continuais à vivre à ses côtés, persuadée que l'amour pouvait survivre à l'absence totale de désir et de considération. Je me trompais. L'amour ne meurt pas toujours dans le fracas. Parfois, il disparaît simplement parce que plus personne ne le regarde. La vérité n'est pas arrivée avec des cris, ni avec une scène spectaculaire comme dans les films. Elle est entrée dans ma vie par la porte étroite du calme, de la retenue, de cette fausse dignité qui rend tout encore plus violent. Il s'est assis en face de moi, à la table de la cuisine, exactement à la place où nous avions mangé pendant des années. Il n'a pas levé la voix. Il n'a pas tremblé. Il avait déjà pris sa décision depuis longtemps, et cela se voyait.
J'étais la seule à être encore en retard sur les événements. Il a dit simplement « Je pars ». Pas « Je vais partir ». Pas « J'y pense ». Je pars. Une phrase courte, définitive, sans appel. J'ai d'abord cru que j'avais mal entendu. Mon cerveau cherchait une suite logique, une explication, une raison banale. Une autre femme, une crise, une lassitude. Tout, sauf ce qu'il allait dire ensuite. Je lui ai demandé où il allait. Ma voix était étonnamment calme, comme si elle ne m'appartenait déjà plus. Il a hésité. Pas longtemps. Juste assez pour me faire comprendre que la suite serait irréversible. Puis, il a prononcé le nom de ma mère. Lentement, distinctement, sans détour, comme on annonce une vérité administrative. À cet instant précis, le temps s'est arrêté. Pas de douleur immédiate, pas de colère, juste un vide absolu, une sensation de chute sans mouvement. Mon corps était là, assis sur une chaise, mais quelque chose à l'intérieur venait de s'effondrer définitivement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'étais incapable de produire la moindre réaction humaine normale. Mon esprit refusait d'assembler les mots qu'il venait de prononcer. Ma mère. Ce mot ne pouvait pas coexister avec celui de trahison. Il y avait une incompatibilité totale. Et pourtant, il était là, en face de moi, parfaitement réel, parfaitement conscient de ce qu'il disait. Il n'a pas cherché à se justifier longuement. Il a parlé de sentiments, de solitude, de compréhension mutuelle, de quelque chose qui serait arrivé sans qu'il l'ait voulu. Cette phrase m'a donné envie de vomir, comme si deux adultes pouvaient se retrouver ensemble par accident, comme si le mensonge, les regards échangés, les silences complices, n'étaient pas des choix répétés, conscients, assumés. Je l'écoutais parler et je réalisais une chose terrifiante. Il n'avait pas honte, pas vraiment. Il avait peut-être un reste de gêne, une prudence sociale, mais aucune culpabilité profonde. Dans son regard, je n'étais pas une femme trahie. J'étais un obstacle devenu inutile, une étape dépassée. Quelqu'un à qui il fallait annoncer une mauvaise nouvelle, rien de plus. Quand il a fini de parler, il y a eu un long silence. Je sentais mon cœur battre, mais c'était mécanique, presque étranger. J'ai compris à ce moment-là que je venais de perdre bien plus qu'un mari. J'avais perdu toute la structure sur laquelle j'avais construit ma vie. Les repères, la confiance, l'idée même de sécurité. Tout venait d'être contaminé. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il n'a pas dit. Il ne m'a pas demandé pardon. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas demandé si j'avais besoin de temps. Il s'est levé, comme on se lève après avoir réglé une formalité pénible, et il est allé préparer ses affaires. Calmement, méthodiquement, comme quelqu'un qui rentre enfin chez lui. Je suis restée seule à la table, face à deux chaises vides. Et j'ai compris que cette vérité, arrivée sans bruit, venait de faire plus de dégâts qu'un scandale public. Parce qu'elle ne laissait aucune place à l'illusion, aucun espoir de retour en arrière. Elle m'avait été livrée froide, nette, définitive. Et dans ce silence, sans larmes ni cris, quelque chose en moi venait de mourir sans cérémonie. Ma mère n'a pas pleuré. Elle n'a pas cherché ses mots. Elle n'a même pas fait semblant d'être surprise. Quand je suis allée la voir, encore sous le choc, encore incapable de comprendre comment deux mondes avaient pu se télescoper ainsi, elle m'a regardée avec une lassitude presque agacée, comme si je venais lui demander des comptes pour quelque chose d'inévitable. Elle m'a fait asseoir, m'a servi du thé, exactement comme elle l'avait fait toute ma vie. Le décor était le même. Seule la vérité avait changé de place. Elle a dit « ça arrive ». 2 mots, froid, sec, sans émotion, comme si elle parlait d'une panne de courant ou d'un retard de train. Puis,
Elle a ajouté qu'elle n'avait pas cherché à me faire du mal, qu'elle ne l'avait pas prévu, que les choses s'étaient faites toutes seules. Cette expression m'a traversée comme une gifle. Rien ne se fait tout seul. Surtout pas une trahison de cette ampleur. Il faut du temps, des silences, des mensonges répétés. Il faut une volonté. Elle parlait d'amour, elle aussi, du droit d'être heureuse, du fait qu'elle avait sacrifié assez de choses dans sa vie pour ne plus se priver maintenant. Elle disait ces mots sans détour, sans honte, sans tremblement dans la voix. Elle parlait comme une femme qui se sent légitime, pas comme une mère qui a détruit sa fille. J'ai compris alors que dans son esprit, j'étais devenue secondaire. Un dommage collatéral acceptable. Je lui ai demandé si elle avait pensé à moi. Pas de manière abstraite. Concrètement. À ma vie. À ce que je perdais. Elle a soupiré. Elle m'a répondu que je m'en remettrais. Que j'étais forte. Que j'avais toujours su me débrouiller. Cette phrase m'a achevée. Elle utilisait mes qualités contre moi. Ma capacité à encaisser devenait une autorisation à me piétiner. Elle n'a jamais dit le mot « pardon », pas une seule fois. À la place, elle m'a expliqué que j'avais moi-même contribué à la situation, que mon couple était déjà mort, que je l'avais dit moi-même, que si je n'étais plus heureuse, je ne pouvais pas reprocher aux autres de l'être à ma place. Elle recyclait mes confidences, mes faiblesses, mes moments de doute pour se dédouaner. Tout ce que je lui avais confié avec sincérité devenait une arme parfaitement aiguisée. Ce qui m'a glacée, ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais la façon dont elle le disait. Calme, assurée, presque soulagée. Comme si ce secret pesait moins lourd maintenant qu'il était révélé. Comme si la seule chose désagréable dans toute cette histoire avait été de devoir me faire face. J'ai vu dans ses yeux qu'elle ne regrettait rien. Pas vraiment. Elle regrettait peut-être le désordre, pas les actes. À cet instant, quelque chose s'est brisé de façon irréversible. Pas ma relation avec elle. Cela aurait été trop simple. C'est l'image même de la maternité qui s'est effondrée. Cette croyance profonde, presque animale, qu'une mère protège quoi qu'il arrive. J'ai compris que ce lien-là n'était pas sacré, qu'il pouvait être sacrifié sur l'autel du désir, de l'égoïsme, de la peur de vieillir seule. Je suis repartie de chez elle avec une sensation de nausée permanente. Pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de cette lucidité brutale. Ma mère n'était pas une victime des circonstances. Elle était un choix conscient. Et ce choix, elle l'assumait pleinement. J'avais perdu un mari. Je venais de perdre bien plus que ça. J'avais perdu l'idée même d'un refuge. Et cette perte-là, aucune reconstruction ne la compense vraiment. Ils m'ont effacée avec une efficacité presque professionnelle. Pas de cris, pas de menaces, pas même de vraie gêne. Juste une suite de décisions pratiques, froides, pensées pour leur confort à eux. L'appartement était au nom de mon mari. À l'époque, cela m'avait semblé logique, sans importance. Nous étions mariés, après tout. Je n'avais jamais imaginé que ce détail administratif deviendrait une arme. Il me l'a rappelé sans dureté, presque avec compassion. Tu comprends? Légalement? Comme si le droit pouvait justifier la trahison. J'ai commencé à faire mes valises sous son regard silencieux. Il ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas gêné non plus. Il restait là, appuyé contre le mur, les bras croisés, comme un superviseur. Chaque objet que je prenais semblait l'agacer, non parce qu'il y tenait, mais parce qu'il voulait que tout aille vite. J'avais l'impression d'être une invitée qui s'attarde après la fin de la fête, une présence encombrante qu'on attend de voir disparaître. Ma mère était là aussi. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle ne disait rien. Elle observait. Ses yeux suivaient chacun de mes gestes, sans émotion visible. Pas de larmes, pas de regrets. Elle regardait sa fille démonter sa propre vie comme on regarde quelqu'un déménager.
Ce silence-là m'a broyé plus que n'importe quelle insulte. Elle n'était pas une spectatrice impuissante. Elle était la bénéficiaire directe de ce départ. Je mettais ma vie dans des sacs en plastique, littéralement. Des vêtements, des livres, des photos. Tout ce qui avait constitué mon quotidien se retrouvait compressé, froissé, réduit à l'essentiel. Je réalisais à quel point j'avais peu de choses à moi, peu de territoire, peu de sécurité. J'avais tout donné à ce couple, à cette famille, et au final, je repartais avec quelques kilos de souvenirs et un sac trop lourd pour mes bras. Personne ne m'a demandé où j'allais, ni lui, ni elle. Ils supposaient que je me débrouillerais. Comme toujours, cette certitude m'a mise hors de moi intérieurement. Ils me connaissaient assez pour savoir que je ne m'effondrerais pas devant eux. Et ils utilisaient cette force apparente comme une excuse pour me traiter sans ménagement. La dignité devient parfois un piège. Plus vous encaissez, plus on se permet de vous frapper. Quand j'ai franchi la porte avec mes sacs, aucun d'eux ne m'a accompagné. Pas jusqu'à l'ascenseur, pas jusqu'à la voiture. Rien. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sec, définitif. J'ai compris à cet instant que je ne faisais plus partie de leur histoire. Ils n'avaient pas seulement choisi d'être ensemble. Ils avaient choisi de m'exclure complètement, sans transition, sans considération. Dans la rue, je me suis arrêtée. J'avais froid, même si le temps était doux. Je regardais les passants, les voitures, la vie qui continuait sans se soucier de mon effondrement. Je n'étais plus une épouse, plus une fille. J'étais une femme sans place définie. Une existence en suspens. Tout ce que je croyais acquis venait de m'être retiré en quelques heures. Ce qui me hante encore aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir été mise dehors. C'est la facilité avec laquelle cela a été fait. Comme si j'avais toujours été remplaçable. Comme si ma présence n'avait jamais été essentielle. Ils ont continué leur vie ensemble dans cet appartement où j'avais tant donné, tant cru, tant espéré. Et moi, je suis partie sans me retourner, non par fierté, mais parce que rester une seconde de plus aurait été accepter l'humiliation totale. Le plus insupportable n'a pas été de me retrouver seule. La solitude, je pouvais encore la concevoir. Je l'avais déjà frôlée dans mon mariage, dans ces années où nous vivions côte à côte sans vraiment nous toucher. Ce qui m'a détruite, c'est la nature de cette solitude. Elle n'était pas le résultat d'un accident, ni d'un éloignement progressif et honnête. Elle était le produit d'une alliance, d'un choix commun fait contre moi. J'étais seule parce que 2 personnes avaient décidé que je devais l'être. La nuit, je revivais sans cesse les mêmes scènes. Pas leur histoire à eux, curieusement, mais les miennes. Les souvenirs se mettaient à trembler, à se fissurer, comme si tout mon passé devait être réévalué à la lumière de cette trahison. Chaque geste de tendresse de ma mère devenait suspect. Chaque regard de mon mari prenait un double sens. Je me demandais depuis quand, depuis combien de temps j'étais déjà en trop sans le savoir. Cette question me rongeait plus que le reste. Je réalisais que le mensonge n'avait pas été ponctuel. Il avait été quotidien, intégré, banal. Ils avaient partagé des repas avec moi, des fêtes, des conversations, en sachant parfaitement ce qu'ils faisaient derrière mon dos. Cette capacité à mentir sans trembler, à me regarder dans les yeux sans faiblir, me glaçait. Ce n'était pas une erreur de parcours. C'était une construction. Et j'avais été le matériau sacrifié. Ce qui m'a le plus atteinte, ce n'est pas la perte du couple, mais la destruction du lien de confiance absolu. Celui qu'on ne remet jamais en question. Celui qu'on croit instinctif. J'avais toujours pensé que certaines personnes étaient hors catégorie, intouchables. Ma mère faisait partie de ces figures intérieures que l'on ne soupçonne jamais. En un instant, cette certitude s'est effondrée.
et avec elle, ma capacité à faire confiance à qui que ce soit. Je me suis surprise à analyser chaque relation autour de moi avec méfiance, à me demander qui savait, qui avait deviné, qui avait choisi de se taire. La trahison ne s'arrêtait pas à eux deux. Elle s'étendait comme une ombre sur tout mon entourage. Le silence des autres devenait une complicité potentielle. Je me sentais observée, jugée, réduite à ce rôle humiliant de femme remplacée, de fille déchue. Il y avait aussi la honte. Une honte lourde, collante, irrationnelle, mais tenace. Pas celle de ce qu'ils avaient fait, mais celle de ce que j'avais été. Celle de n'avoir rien vu, de m'être confiée, d'avoir cru. Je me sentais stupide, exposée, dénudée émotionnellement. Comme si toute mon histoire intime avait été utilisée contre moi et jetée au sol sans ménagement. Je comprenais que je ne pourrais jamais réparer cela. On peut pardonner une infidélité. On peut survivre à un divorce. Mais on ne reconstruit pas une identité quand ses fondations ont été minées de l'intérieur. La mère qui trahit n'est plus une mère. Le mari qui trahit avec elle n'est plus un homme. Ce sont des rôles qui cessent d'exister. Et ce vide-là n'a pas de nom. Je me suis retrouvée face à une vérité brutale. J'avais été naïve parce que j'avais voulu croire au bien. J'avais confondu proximité et loyauté, familiarité et sécurité. Et cette confusion m'avait coûté tout ce que je pensais indestructible. Je n'étais pas seulement blessée, j'étais désorientée. Comme quelqu'un à qui on aurait brusquement changé les règles du monde sans prévenir. Ce sentiment d'abandon total, venant précisément de ceux qui auraient dû me protéger, m'a marqué au fer rouge. Je pouvais accepter d'être quittée, mais être remplacée par ma propre mère, dans un silence organisé, dans une normalité presque obscène, c'était une violence qui dépassait l'entendement. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais regardé les mots « famille » et « loyauté » de la même façon. Ils avaient perdu leur innocence. Et moi, avec eux. Je me suis retrouvée sans appui, sans repère, sans ce socle invisible qui permet d'avancer sans y penser. Tout ce qui me définissait avait disparu en quelques jours, me laissant face à un espace vide où je n'avais jamais appris à vivre seule. Je n'avais plus de maison qui m'appartenait, plus de couple auquel me raccrocher, plus de mère au sens profond du terme. Il ne restait qu'un corps fatigué, une tête pleine de questions et une solitude brutale, nue, impossible à enjoliver. Les premiers temps, je survivais en mode automatique. Je me levais parce qu'il fallait se lever. Je mangeais parce que le corps le réclamait vaguement. Je répondais aux messages avec des phrases courtes, impersonnelles, comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. Tout semblait irréel, comme si j'étais coincée dans une mauvaise version de ma propre vie. J'attendais presque que quelqu'un m'annonce qu'il y avait eu une erreur, que tout allait revenir à la normale. Mais rien ne revenait. Je ne savais plus où poser mes pensées. La nuit, mon esprit tournait en rond, incapable de se reposer. Les souvenirs remontaient sans prévenir, mais ils n'apportaient aucun réconfort. Au contraire, chaque moment du passé devenait suspect. Je me demandais depuis quand je vivais dans le mensonge. Depuis quand j'étais déjà en trop. Cette relecture permanente de ma vie était épuisante, corrosive. Même mes souvenirs heureux perdirent leur couleur, comme si on les avait plongés dans de l'eau sale. Je me sentais étrangère partout, chez les autres, chez moi-même, dans les conversations les plus banales. Quand on me demandait comment j'allais, je restais figée. Dire la vérité aurait tout arrêté. Mentir m'écœurait. J'ai compris à ce moment-là que certaines vérités vous isolent plus sûrement que le silence. Personne ne sait quoi faire face à une femme qui a été trahie par son mari et par sa mère. On préfère détourner le regard. Le plus violent,
C'était cette perte d'identité. Pendant des années, j'avais été définie par mes liens. Épouse, fille, membre d'une famille. Ces rôles, même imparfaits, me donnaient une place. Du jour au lendemain, ils s'étaient évaporés. Je n'étais plus rien de lisible. Plus personne ne savait comment me situer. Et moi, encore moins. Qui suis-je quand tout ce qui me nommait a disparu? Je me suis rendu compte à quel point j'avais vécu pour les autres, à quel point j'avais organisé ma vie autour de leurs besoins, de leur confort, de leurs attentes. J'avais été fiable, solide, toujours là. Et maintenant que tout cela s'effondrait, je découvrais que je n'avais rien construit pour moi seule. Pas de refuge intérieur, pas de plan alternatif, juste un vide immense à apprivoiser. Il y avait des moments de colère, brute, incontrôlable, qui surgissaient sans prévenir. Puis, ils retombaient, laissant place à une fatigue écrasante. Une lassitude profonde, presque existentielle. Je ne pleurais même plus. Les larmes demandaient une énergie que je n'avais pas. J'avançais à l'aveugle, un pas après l'autre, sans objectif clair, simplement parce que rester immobile faisait encore plus mal. Je me sentais vieille, sans l'être vraiment. Usée, comme si toute une vie venait de me traverser d'un coup. Le futur me faisait peur. Pas parce qu'il était incertain, mais parce que je n'y voyais plus aucune promesse. Je n'attendais plus rien. Et cette absence totale d'attente était peut-être ce qu'il y avait de plus terrifiant. La colère est arrivée tard. Pas comme une explosion, pas comme un cri libérateur, mais comme une matière dense qui s'est déposée lentement au fond de moi. Pendant longtemps, je n'ai ressenti que le choc, l'abattement, cette fatigue épaisse qui écrase toute réaction. Puis un jour, sans prévenir, quelque chose s'est durci. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était une lucidité tranchante, presque brutale. Une colère froide, structurée, qui ne demandait plus d'explication. Je me suis mise à repenser à tout ce que j'avais accepté, à tout ce que j'avais justifié au nom de la famille, de la loyauté, du compromis, les silences avalés, les humiliations minimisées, les besoins niés. Et cette colère n'était plus seulement dirigée contre eux. Elle se retournait contre moi, contre cette version de moi-même qui avait cru que l'amour se prouvait par l'effacement. Cette prise de conscience faisait mal, mais elle réveillait quelque chose de vital. Pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais plus à comprendre leurs raisons. Je ne cherchais plus à analyser leurs choix. Je ne voulais plus me demander s'ils souffraient, s'ils doutaient, s'ils avaient hésité. Leur histoire cessait de m'intéresser. Et ce désintérêt était une libération. Tant que je restais focalisée sur eux, ils continuaient d'occuper l'espace. La colère m'a permis de les repousser hors de mon champ intérieur. J'ai commencé à penser de manière plus froide, plus stratégique. Pas par vengeance spectaculaire, mais par nécessité. Il fallait que je me protège, que je cesse d'être disponible, que je récupère ce qui m'appartenait encore, mon temps, mon attention, mon énergie. J'ai arrêté d'attendre un appel, un message, une explication tardive. J'ai arrêté de tendre l'oreille vers un passé qui ne reviendrait pas. Cette rupture mentale a été plus difficile que la rupture matérielle. La colère m'a donné une colonne vertébrale. Elle m'a empêché de me dissoudre dans la honte et la pitié de moi-même. Elle m'a rappelé que ce que j'avais subi n'était pas une fatalité, mais une injustice. Et reconnaître l'injustice, c'est déjà refuser de s'y soumettre. Je n'étais pas faible d'avoir cru. Je n'étais pas ridicule d'avoir aimé. J'avais été loyale dans un monde qui ne l'était pas. J'ai aussi compris que je n'avais plus rien à prouver, ni à eux, ni aux autres. Je n'avais pas à être digne, silencieuse, exemplaire. J'avais le droit d'être en colère, le droit de couper les ponts, sans justification supplémentaire, le droit de ne plus expliquer,
de ne plus rassurer. Cette autorisation intérieure a changé quelque chose de fondamental. Je n'étais plus en position défensive. Je cessais de me tenir droite pour ne pas déranger. Petit à petit, cette colère s'est transformée en énergie. Pas une énergie joyeuse, mais une énergie stable, déterminée. Elle m'a poussé à agir, même modestement, à reprendre des décisions que j'avais longtemps déléguées, à dire non sans me sentir coupable, à choisir le silence quand la parole aurait encore servi les autres. Chaque petit acte de reprise de contrôle renforçait cette sensation nouvelle. Je n'étais plus une victime passive. Il pensait sans doute que je m'effondrerais, que je me perdrais, que je resterais figée dans le rôle de la femme trahie, brisée, dépendante. Cette image me donnait désormais la nausée. Non pas par orgueil, mais parce qu'elle ne me correspondait plus. Je n'avais peut-être plus de repères, mais j'avais retrouvé une chose essentielle, ma capacité à me tenir debout sans demander la permission. La colère n'a pas tout réparé. Elle n'a pas effacé la douleur. Elle n'a pas rendu le passé acceptable, mais elle a empêché que je me perde complètement. Elle a marqué un point de bascule. À partir de là, je ne cherchais plus à sauver ce qui était mort. Je cherchais à construire autre chose, même sans savoir quoi. Et cette décision-là, aussi fragile soit-elle, m'a sauvée bien plus sûrement que n'importe quelle consolation. Il pensait que je me briserais. Pas forcément de façon spectaculaire, mais lentement, discrètement, comme ces femmes qui se fanent sans bruit après avoir tout perdu. Il m'imaginait probablement enfermée dans la honte, dépendante d'un appel, d'un signe, d'un reste d'attention. Il pensait que je resterais disponible, même à distance, que je continuerais à expliquer, à pardonner, à comprendre. Cette certitude-là était leur dernière erreur. Je n'ai pas annoncé de rupture définitive. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas posé d'ultimatum. J'ai simplement cessé. Cessé d'appeler. Cessé de répondre. Cessé de demander. Le silence n'était pas une stratégie. C'était une nécessité vitale. Chaque mot échangé avec eux me ramenait en arrière, me vidait, me contaminait à nouveau. Alors j'ai coupé. Net. Sans justification supplémentaire. Parce que toute explication aurait encore été une concession. Ils ont sans doute interprété ce silence comme une phase, une colère passagère, une réaction émotionnelle qui finirait par s'épuiser. Ils me connaissaient comme quelqu'un de raisonnable, de posé, de conciliant. Ils misaient sur cette image. Ils n'avaient pas compris que ce qu'ils avaient détruit ne pouvait pas être réparé par le temps ou les habitudes. Ils n'avaient pas compris que certaines ruptures ne sont pas négociables. Je me suis interdit toute surveillance. Pas de nouvelles indirectes, pas de questions posées à des tiers, pas de curiosité morbide. Savoir comment ils vivaient ensemble n'aurait rien changé à ma réalité, sinon rouvrir des plaies. J'ai compris que se tenir à distance, c'était me protéger, pas fuir. Et cette protection était devenue prioritaire, presque sacrée. Il y a eu des moments de doute, des instants où l'envie de dire quelque chose, n'importe quoi, me traversait. Pas pour eux, mais pour moi, pour prouver que j'existais encore à leurs yeux. Ces moments-là étaient dangereux. Je les reconnaissais désormais. Je les laissais passer sans agir. C'était une discipline nouvelle, difficile, mais nécessaire. Apprendre à ne pas tendre la main là où elle serait encore écrasée. Je ne cherchais plus leur reconnaissance, ni leur regret, ni même leur prise de conscience. J'ai compris que rien de ce qu'ils pourraient dire n'aurait réparé ce qui avait été détruit. Un pardon aurait été creux. Des excuses tardives, inutiles.
Je n'avais pas besoin qu'ils admettent leurs fautes pour avancer. J'avais besoin qu'ils sortent définitivement de mon espace intérieur. Ce détachement a été mal interprété. Sans doute. On préfère imaginer une femme froide, rancunière, incapable de tourner la page, plutôt qu'une femme qui a simplement décidé de se choisir. Mais ce regard extérieur ne me concernait plus. Je n'avais plus l'énergie de gérer la perception des autres. Survivre à ce type de trahison demande déjà assez de force. Je me suis reconstruite sans récit héroïque, sans revanche spectaculaire. Pas de victoire visible, juste une lente reconquête de moi-même, de mes pensées, de mes décisions, de mon temps. Chaque jour sans eux était une affirmation silencieuse. Je peux exister sans vous. Et cette phrase-là, répétée intérieurement, valait toutes les déclarations. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'avais été loyale. Ils confondaient loyauté et soumission. Ils n'avaient pas compris que la force véritable ne se manifeste pas toujours dans l'affrontement. Parfois, elle se manifeste dans le retrait définitif, dans ce refus calme de continuer à jouer un rôle qui détruit. Je ne suis pas devenue indifférente du jour au lendemain. Mais j'ai cessé d'être accessible, et cette frontière, une fois posée, a tout changé. Je n'étais plus en attente, plus en réaction. J'étais dans un mouvement lent, silencieux, mais orienté vers l'avant. Ils ont continué leur histoire sans moi. Moi, j'ai commencé la mienne sans eux. Et pour la première fois depuis longtemps, cette séparation n'était pas une perte, mais une condition de survie. La trahison a été un point, pas une parenthèse, pas un détour, pas une chute suivie d'un retour à l'équilibre. Un point, net, définitif. Avant, après. Ma vie ne s'est pas améliorée après ce qui s'est passé. Elle s'est dépouillée. Elle a perdu toutes ses illusions, toutes ses protections artificielles, toutes les histoires que je me racontais pour tenir debout. Et dans ce dépouillement brutal, quelque chose de plus dur, de plus vrai, a commencé à émerger. Je n'ai pas reconstruit sur les ruines de l'ancienne vie. J'ai compris très vite que c'était impossible. On ne reconstruit pas sur une terre empoisonnée. On s'en éloigne. J'ai laissé derrière moi l'idée de famille telle que je l'avais connue, l'idée de loyauté automatique, l'idée que le sang protège de tout. Ces concepts-là étaient morts. Les ressusciter aurait été une forme de déni. J'ai choisi la lucidité, même si elle faisait mal. Je ne suis pas devenue plus tendre. Je ne suis pas devenue meilleure. Je suis devenue plus consciente, plus attentive au silence qu'aux promesses, plus méfiante face aux belles paroles. Je n'attends plus des autres qu'ils me sauvent, me complètent ou me sécurisent. Cette attente-là m'avait rendue vulnérable. Désormais, je considère les relations comme des choix réciproques, jamais comme des refuges garantis. Il m'arrive encore de penser à eux. Pas avec nostalgie, pas avec haine non plus, avec une forme de distance clinique. Comme on repense à une opération chirurgicale nécessaire, mais traumatisante. Ce n'est pas une histoire que je raconte pour émouvoir. C'est une expérience qui m'a marquée à vie. Elle a laissé une cicatrice. Pas pour me rappeler la douleur, mais pour me rappeler ce que je ne dois plus jamais accepter. J'ai appris que l'amour sans respect est une illusion dangereuse, que la proximité sans limite détruit, que se taire trop longtemps revient à consentir à sa propre disparition. Ces leçons-là, je ne les ai pas apprises dans les livres. Je les ai apprises dans la perte. Et même si le prix a été exorbitant, je sais aujourd'hui que je ne pourrai plus vivre autrement. Je ne cherche pas leurs regrets. S'ils regrettent un jour, ce sera leur affaire. Je ne serai pas là pour assister à cette prise de conscience tardive. Ma vie ne dépend plus de leur lucidité. Elle dépend de mes choix, de mes frontières, de ma capacité à dire non sans me justifier.
Cette autonomie intérieure est la seule victoire réelle que j'ai obtenue. Il y a une vie après la trahison. Pas une vie plus douce. Une vie plus nue, plus exigeante, mais aussi plus honnête. Je n'ai plus besoin de jouer un rôle pour être aimé. Je n'ai plus besoin de me plier pour appartenir. Je préfère être seule que mal entourée. Cette préférence n'est pas une faiblesse. C'est une conséquence. Si un jour ils regardent en arrière, ils verront peut-être une femme qu'ils ont cru briser. En réalité, ils ont détruit une version de moi qui ne pouvait plus survivre. Celle qui croyait encore que l'amour excuse tout. Celle qui confondait loyauté et sacrifice. Celle qui se taisait pour maintenir une paix factice. La femme que je suis devenue n'est pas née du bonheur. Elle est née d'un refus. Le refus de continuer à vivre dans le mensonge. Le refus d'accepter l'inacceptable. Le refus de me perdre pour préserver des liens qui m'anéantissaient. Et ce refus-là, aussi douloureux soit-il, est devenu le socle de ma nouvelle vie. Je ne remercie pas ce qui s'est passé. Je n'idéalise rien. Mais je sais une chose avec une certitude absolue. Ce jour-là, quand j'ai tout perdu, j'ai aussi cessé de me mentir. Et cette fin-là n'était pas une fin. C'était le début d'une vie où je ne me trahirai plus jamais.